puisque on ne peut pas toujours diagonaliser une matrice, on a vu déjà le premier contre-exemple avec la matrice 0, 0, 1, 0, hein. On ne peut pas toujours diagonaliser, même sur un corps algébriquement clos. Eh bien, on va chercher une autre forme, moins sympathique forcément que la matrice diagonale. C'est un pis-aller, mais quand même, où il y a suffisamment de zéros. On avait déjà vu que le lemme des noyaux nous permettait d'avoir un certain nombre de zéros, mais on va prendre une autre démarche qu'on mélangera ensuite avec celle du lemme des noyaux qu'on a déjà vu. Alors, c'est la trigonalisation. Donc, on prend une matrice A de Mn de K et on veut voir si A est semblable à une matrice triangulaire, on va dire supérieure. Bon, pour inférieure, il n'y a pas grand-chose à changer. Si d'ailleurs elle est triangulaire supérieure, il suffit de prendre, de la conjuguer par une matrice de permutation. La fameuse matrice de permutation qui oppose tout, hein, celle-ci, hein, l'antidiagonale, comme ça. Voilà, c'est cette permutation. Ça revient à passer de la base E1 jusqu'à En à la base En jusqu'à E1. D'accord? Voilà. Et là, on aura une matrice triangulaire inférieure, évidemment. Alors, bon, déjà, on va faire de l'analyse synthèse. On suppose que A est justement trigonalisable, donc semblable à une matrice triangulaire. Alors, dans ce cas-là, eh ben, calculons le polynôme caractéristique de A. Le polynôme caractéristique de A, c'est un invariant de similitude. On peut le calculer là-dessus. Et donc, c'est le produit des x moins lambda i, parce qu'on sait développer un déterminant d'une matrice triangulaire. Bon, et donc, on voit que ça implique, on constate que ça implique que Kia est scindé sur K. Une petite remarque en passant, Kia scindé sur K revient à dire qu'il existe un polynôme P scindé sur K, bien sûr, tel que P de A égale 0. Oui, alors pourquoi? D'abord, si Kia est scindé sur K, il suffit de prendre pour polynôme P Kia, d'après le théorème de Cayley-Hamilton. Réciproquement, si P est scindé sur K et que PA égale 0, alors forcément, comme P est scindé, le polynôme minimal qui divise forcément P, puisque c'est le minimal annulateur, d'accord? Donc, MUA va être scindé, puisque quand on divise un polynôme scindé, on est forcément scindé. Et donc, Kia est scindé. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle, ce petit plus, que Kia divise une puissance du polynôme minimal, et donc divise un polynôme scindé, puisqu'une puissance du polynôme minimal, c'est scindé. Voilà, donc on a l'équivalence. Donc, j'affirme, les propositions suivantes sont équivalentes. D'abord, ce qu'on veut, hein, le fait que A soit semblable à une matrice triangulaire, on va dire supérieure, mais c'est équivalent à inférieur, hein, de toute façon. Donc, ce qu'on dit, on dit que A est trigonalisable. Alors, ça va être équivalent à qui A est scindé sur K, ça va être équivalent à il existe P dans cas de X scindé sur K tel que P de A égale 0, la matrice nulle, hein, évidemment. Et maintenant, une version géométrique équivalente, parce qu'il faut quand même aussi que, bon, vous voyez, ça c'est des matrices, hein, il faudrait quand même regarder ça dans le monde de la géométrie. Et bien, tout endomorphisme U de L de E, tel que la matrice de U est égale à A, donc maintenant je regarde un endomorphisme, d'accord, possède un drapeau stable. Alors qu'est-ce que c'est qu'un drapeau? D'abord, alors un drapeau, je vais dire un drapeau complet, vaut mieux que je dise ça, voilà pour la bonne définition. C'est une suite comme ça de sous-espaces vectoriels de E qui sont emboîtés, strictement emboîtés, avec la dimension de Fi, d'accord, égale exactement à I.
Donc F0, ce sera forcément 0. F1, ben, ça va être une droite. F2, ça va être un plan qui contient la droite, etc., etc. Et on va comme ça jusqu'à E qui est de dimension n. D'accord ? Maintenant, un drapeau. Donc ça, c'est un drapeau complet. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas en rajouter plus puisque les dimensions, toutes les dimensions entières ont été prises. Et maintenant, stable, c'est-à-dire tel que chaque FI est stable par U. Donc U de FI est inclus dans FI, quel que soit I de 1 à n. Voilà, c'est ça la représentation, on va dire, géométrique de la trigonalisation. Alors, regardez, on va élaguer un petit peu le théorème avant d'attaquer la preuve principale. On a vu que 1 entraîne 2, que 2 est équivalent à 3, d'accord? Maintenant, je vais essayer de vous convaincre que 1 est équivalent à 4. Ben oui, parce que si A est semblable à une matrice triangulaire, on va dire supérieure, eh ben, ça veut dire que la matrice ici de U, d'accord, on prend U qui, dans une base E, hein, a pour matrice A, d'accord, eh ben, la matrice dans une autre base, F, est cette matrice que j'ai appelée T, triangulaire supérieure. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que F1 est stable, d'accord, à cause des zéros qu'il y a là-dessous. F2, F1, F2, maintenant, donc ça, d'accord, ça va être stable par U. F1, F2, évidemment, va être stable par U, puisque vous voyez que ici, l'image du sous-espace engendré par F1, F2 est inclus dans le sous-espace engendré par F1, F2. Hein. Alors ça peut être strictement inclus, hein, mais regardez, parce qu'il n'y a que des zéros là, etc. Et le sous-espace FI, grand FI, engendré par les I premiers vecteurs de la base F, qui est bien de dimension I, évidemment, parce que ça c'est une base, donc ça c'est une partie libre, et ce sous-espace va être stable. Et réciproquement, si chaque sous-espace est stable, c'est-à-dire si le drapeau est stable, alors on va avoir une matrice triangulaire supérieure. On aurait une matrice triangulaire inférieure, évidemment, en partant de Fn, et puis ensuite, en faisant Fn, Fn-1, Fn, Fn-1, Fn-2, etc., hein, dans l'autre sens. Voilà. Tiens, ça me fait penser, une matrice diagonalisable, ça veut dire quoi en termes de géométrie, comme ceci? Ça veut dire que tout endomorphisme U, tel que la matrice de U est égale à A, est tel que E se décompose en droite stable par U. Voilà, d'accord? Donc, on a remplacé somme directe de droite par drapeau, hein, d'accord, quand on est passé de diagonalisation à trigonalisation. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de montrer, pour montrer tout le théorème, il ne reste plus qu'à montrer que si A est scindé, alors A est semblable à une matrice triangulaire, comme ça. Donc on le fait par récurrence sur N, la taille de A. Bon, pour l'initialisation, il n'y a aucun problème, n égale 1. De toute façon, A est triangulaire et même diagonale, voilà, tout ce qu'on veut. On n'a même pas besoin qu'il soit scindé, de toute façon, le polynôme il est de degré 1, donc il est scindé. Hérédité, surtout hérédité. Donc on va le supposer vrai pour des matrices de taille n-1, et on va le montrer pour n. Donc, comme qui A est scindé, on va prendre lambda 1, une valeur propre de A, F1, un vecteur propre, ce qui va faire que dans une nouvelle base, en changeant de base A, on va voir qu'elle est semblable à lambda 1, 0, 0, donc en prenant pour base F1, donc A, on suppose que c'est écrit dans la base canonique, et là maintenant, on prend pour premier vecteur F1, et puis le reste, on complète, puisque F1 est un vecteur propre, donc libre.
Et donc on peut compléter. Et ici, on va avoir des éléments, je mets des étoiles, et ici une matrice, un bloc diagonal que j'appelle B. Donc on va appliquer la récurrence à B. Pourquoi? Parce que d'une part, B est de taille n-1, et qui B est scindé. Pourquoi qui B est scindé? Parce que qui B, quand on va calculer le polynôme caractéristique de A, c'est le même que le polynôme caractéristique de cette matrice, puisqu'elles sont semblables. Et donc là, on l'a vu, hein, qui B fois x moins 1, moins lambda 1, est égal à qui A. Les polynômes caractéristiques des blocs diagonaux se multiplient. Donc maintenant, je peux affirmer que B est trigonalisable. Donc je peux affirmer que B est trigonalisable. J'écris B égale Q moins 1 TB Q. Bon, voilà. Et maintenant je pose, où Q c'est une matrice inversible évidemment de taille n-1. Je pose P, la matrice 1 avec une colonne de 0, une colonne de 0, une ligne de 0, pardon, et Q ici. Voilà, ça me fait une matrice inversible, et son inverse c'est 1, 0, 0, Q-1. Et maintenant, je construis P fois la matrice que j'avais obtenue ici, qui est semblable à A, fois P-1. Donc je l'écris ici, je la développe, voilà, avec l'inverse de P qui est 1, 0, 0, Q-1, comme on a dit. Et maintenant, comme je multiplie des matrices triangulaires par bloc, les blocs diagonaux se multiplient. Pas les autres, hein, mais les blocs diagonaux, eux, on sait qu'ils se multiplient. Alors, ici, le bloc que je vais avoir ici, c'est 1 fois lambda 1 fois 1. Et le bloc diagonal que je vais avoir ici, c'est Q fois B fois Q-1. En revanche, ici, ces étoiles, c'est pas les mêmes étoiles qu'ici. Mais bon, c'est des étoiles, c'est des trucs, voilà, hein, dont on se fiche par rapport à ce qu'on veut au départ. On a pris nos aises sur la forme. Bon, il ne va pas y avoir unicité, évidemment, hein, parce qu'on a pris quelque chose de trop général. Mais, quand même, ça va marcher. Et ici, on va avoir QB Q-1, et QB Q-1, c'est la fameuse matrice triangulaire TB. Donc, comme ici, c'est triangulaire, et que là, c'est triangulaire aussi, ça va faire un grand triangle, et donc, on a une matrice TA, hein, comme ceci, qui est donc, d'après le calcul, semblable à cette matrice-là, et cette matrice qui est semblable à A, donc A est bien semblable à une matrice triangulaire. Voilà, c'est tout. Alors, on va montrer des choses analogues à ce qu'on a démontré pour la diagonalisabilité avec la trigonalisabilité. Bon, le critère le plus puissant qu'on ait, c'est que trigonalisable, ça veut dire qu'il existe un polynôme scindé, d'accord, qui annule. Donc ici, on prend U, un endomorphisme d'un espace vectoriel E, hein, on est sur un corps K, on ne lui demande pas grand-chose. On suppose que U est trigonalisable et que U stabilise un sous-espace F de E. Alors UF, l'induit, est trigonalisable. Alors pourquoi ça? Pareil, hein, on l'a dit d'ailleurs hein, tout à l'heure, si U est trigonalisable, alors il est annulé par un polynôme scindé, et le même polynôme ici va être annulateur de la restriction de U à F, qu'on appelle l'induit, parce que ça va de F dans F, et ça va être annulateur, et il est scindé, donc UF est trigonalisable. Vous voyez, le critère est vraiment très fort, comme on peut le constater. Alors maintenant, avec ça, on va continuer, hein, tout ce qu'on a fait sur la diagonalisation, soit U rond V égale V rond U, donc deux endomorphismes qui commutent, hein, voilà, et on suppose que U et V sont trigonalisables, on s'en doute, il va exister une base commune qui trigonalise U et V. Alors c'est un peu plus dur que pour la diagonalisation, et bon, là, ça vaut le coup de regarder cette preuve. Je ne sais pas si elle est bien ou pas bien, mais en même temps, elle va mélanger un petit peu les endomorphismes et les matrices. Les matrices, ça a quand même quelque chose de pratique, de très visuel. Alors, allons-y.
je vais prendre AU et AV, hein, qui sont deux matrices carrées de taille n, hein, et qui vont être les matrices, on va partir d'une base donnée de E. Alors, on va faire une récurrence, hein, ce théorème, on fait la récurrence sur n. Pour n égale 1, évidemment, tout est trigonalisable dans toute base, donc, et même diagonalisable, donc il n'y a pas de problème pour n égale 1. Et puis ensuite, on va faire, évidemment, l'hérédité. Donc on suppose que le théorème est vrai en dimension n-1. Alors, qui U est scindé, bien sûr, puisque U est trigonalisable. On va prendre lambda dans le spectre de U. Donc, oui, comme on est en dimension supérieure à 1, hein, on peut toujours trouver lambda racine de qui U. Ici, on va avoir V, comme pour la diagonalisation, V va stabiliser le sous-espace propre de U pour la valeur propre lambda, ce sous-espace propre qui est de dimension strictement supérieure à 0, hein, d'accord? Donc ça, on l'a vu, hein, parce que V et U commutent. Maintenant, ça veut dire que je vais pouvoir trouver une base de E qui commence par une base de ce sous-espace propre, et là, à U, on va voir que ça va être semblable ou égal à une conjugaison près, si vous préférez, à la matrice lambda IM, évidemment, 0 ici, et puis ici, c'est quartier libre, et on a un bloc diagonal que je vais appeler BU. Et de la même manière, dans la même base, c'est important que ce soit une base commune, hein, dans la même base, AV va être dans la même base V, 0, là, et BV. Alors pourquoi une matrice V? À cause du fait que petit v stabilise ce sous-espace. Comme V stabilise ce sous-espace, on va avoir que des zéros ici. D'accord? Et on a un bloc diagonal BV. Alors, AU et AV, on sait qu'elles commutent, puisque U et V commutent. Donc, quand on va multiplier AU et AV, on arrive tout de suite visuellement à voir ce que ça donne au niveau des blocs diagonaux. Au niveau des blocs diagonaux, on va avoir lambda V et BU, BV. Ici, on ne peut pas le voir. Mais en même temps, ça tombe bien, on s'en fiche. Bon, maintenant, AV, AU, ça va être encore lambda V et BV, BU. Mais étant donné que AU et AV commutent, BU et BV commutent aussi. D'accord? Donc, maintenant, on sait encore autre chose, c'est que le polynôme caractéristique de AU, c'est x moins lambda puissance m, ici, fois le polynôme caractéristique de BU, et pareil, le polynôme caractéristique de AV, c'est qui V fois qui BV. Donc, qui BU divise qui AU, qui BV divise qui AV, bien sûr, et ce qui va faire que on va avoir ces deux matrices qui vont être trigonalisables, d'accord, puisque ça divise, et donc c'est scindé. Je vous rappelle tout de même, hein, quand même, je le dis pas à chaque fois, mais c'est quand même important, que le théorème fondamental de l'arithmétique est derrière, il est caché derrière, regardez, hein, ça c'est scindé, ce polynôme il est scindé, et je veux montrer que ce polynôme est scindé. Ben oui, mais comme lui divise lui, quand on va le décomposer en facteur premier, en polynôme irréductible, hein, d'accord, la décomposition, ici, vu qu'elle divise, ça va être la même décomposition que lui, mais avec éventuellement des multiplicités inférieures. Donc ça va être scindé. Hein, d'accord? Voilà, donc ça c'est peut-être pas mauvais de le rappeler. Voilà, donc maintenant, on a dit que ces BU, BV sont trigonalisables, BU, BV, on a dit qu'elles commutent, donc c'est co-trigonalisable par récurrence. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Ce qui veut dire que BU et BV vont s'écrire dans des bases communes, donc c'est-à-dire, je vais créer maintenant un changement de base, je vais l'appeler Q2, ça c'est ma nouvelle base qui va
qui va trigonaliser à la fois BU et BV. Donc ici, j'écris Q2. Je vais appeler Q1, ben, ça va être le changement de base qui va trigonaliser V, parce que, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais qui V, il divise qui a V, donc qui V est également trigonalisable. On n'a pas besoin de... Oui, c'est co-trigonalisable avec ça, mais lui, c'est diagonal dans toute base, donc lui, il ne pose pas de problème, c'est une matrice d'homothétie. Voilà. Et donc, je peux appeler Q1 une matrice de passage qui va trigonaliser la matrice V. Je monte Q1 et Q2 en une seule matrice diagonale par bloc, ici. Donc ça va faire ma nouvelle matrice de passage. Et là, je conjugue par cette matrice-là la première matrice ici, donc lambda IM 0 truc et BU, et évidemment le calcul par bloc. Ici, Q1, lambda IM, Q1 moins 1, ben, ça va être lambda IM, donc là il n'y a pas de problème, parce que une matrice d'homothétie, ça commute. Q2, BU, Q2 moins 1, ben, ça va être ma matrice triangulaire. Donc vous voyez qu'ici, vous avez une matrice diagonale et une matrice triangulaire, donc globalement, c'est triangulaire. Maintenant, vous faites pareil avec la même, hein, attention, il y a le commune, donc il faut que ce soit avec la même matrice ici, que vous conjuguez, mais pour celle-ci maintenant, V0 étoile BV, et bah, par définition de Q1, la conjugaison de Q1 sur V rend la matrice triangulaire, et par définition de Q2, la conjugaison de Q2 sur BV la rend triangulaire. Donc on voit bien qu'on a trouvé une base commune qui passait de AU à V sur ces deux matrices, et encore un changement de base commun qui faisait passer de ces deux matrices vers ces deux matrices. Donc globalement, par récurrence, on a montré que U et V étaient trigonalisables dans une même base. Voilà. Maintenant, on va voir tout de suite une petite application de ça. Alors, avant de faire cette petite application, une remarque, hein, évidemment, je ne l'avais pas dit, mais ça, c'est quelque chose de très connu, très utilisé. Si A est trigonalisable, et A donc, va être semblable à une matrice triangulaire, là, j'ai écrit lambda 1, lambda n, la diagonale de cette matrice triangulaire. Forcément, le spectre de A, c'est l'ensemble des lambda I. Ben oui, puisque pour connaître le spectre c'est l'ensemble des valeurs propres, donc ce sont les racines du polynôme caractéristique, mais le polynôme caractéristique de A, c'est le polynôme caractéristique de cette matrice, et c'est le produit des x moins lambda I, voilà, d'après le développement d'une matrice triangulaire. Voilà, donc on voit tout de suite le spectre. Maintenant, voilà l'exercice. On prend U1 jusqu'à UN dans L de E. On suppose que la dimension est n, donc exactement le nombre d'endomorphismes. Ces endomorphismes, on suppose qu'ils sont tous nilpotents, et on suppose que les UI commutent 2 à 2, tous. Voilà. Alors, U1 rond U2 jusqu'à UN, et l'endomorphisme nul. Voilà. Vous pouvez remarquer, par exemple, que si vous prenez U, un endomorphisme nilpotent, un seul, et vous prenez pour les UI ce même U, alors effectivement ça commute, effectivement c'est nilpotent, et U puissance n égale 0. Alors ça, c'est le théorème de Cayley-Hamilton. Regardez, U étant nilpotent, qu'est-ce que ça veut dire U est nilpotent? Ça veut dire que U puissance grand N égale l'endomorphisme nul pour un N assez grand. Donc ça veut dire que le polynôme minimal divise tout polynôme annulateur, en l'occurrence grand X puissance N. Mais maintenant, le polynôme caractéristique divise une puissance du polynôme minimal. Mais le polynôme minimal, forcément, toujours le théorème fondamental de l'arithmétique, c'est une puissance de X. D'accord ? Donc, le polynôme caractéristique va diviser une puissance du polynôme minimal, donc une puissance de x aussi, mais comme il est unitaire avec un degré n, c'est forcément xn. Et donc, le spectre de u, c'est 0.
Et vous voyez que Cayley-Hamilton implique que U rond U rond U rond U n fois est bien égal à 0. D'accord? Donc c'est un cas particulier. Vous voyez, ça, ce sera un cas particulier du Cayley-Hamilton pour les nilpotents. Mais là, les UI sont tous distincts. Donc, on utilise le fait qu'ils commutent. Et donc, il existe une base qui va tous les trigonaliser. Je ne l'ai pas dit, mais ce qu'on a fait pour 2 à 2, eh ben, ça se fait aussi pour n endomorphismes trigonalisables qui commutent. Voilà. Ça se généralise évidemment par récurrence sur le nombre d'éléments. Alors ici, il va y avoir une base telle que dans cette base, les matrices des UI s'écrivent comme ça, triangulaires, hein, avec des zéros sur la diagonale, puisque les zéros, c'est le spectre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On voit le spectre ici. Donc c'est des matrices qu'on appelle strictement triangulaires. Et on prend supérieur. Hein. On aime mieux supérieur que inférieur pour certaines raisons. Hein, et on va le voir tout de suite. Ici, je vais réécrire dans le cas du strictement supérieur, d'accord, ce qu'on avait, l'interprétation de la trigonalisabilité en termes de drapeau qu'on avait vu tout à l'heure. Je reprends, donc j'appelle F, d'accord, la base de trigonalisation que j'ai choisie, commune, hein, que j'ai choisie, et je vais prendre F1 jusqu'à Fi, je regarde le sous-espace engendré, qui va être de dimension i, et je construis comme ceci le sous-espace grand F indice i. De sorte à ce que E, ce soit F indice n, forcément. Eh bien, ce que j'affirme, c'est que UK de Fi, qui dans le cas triangulaire tout court était inclus dans Fi, d'accord, c'est comme ça qu'on avait, ça avait été notre critère géométrique de trigonalisabilité, hein, voilà. Mais là, comme c'est strictement, d'accord, vous voyez bien que Fi, grand Fi, qui est engendré par les i premiers vecteurs, là, il va s'envoyer par tout U, hein, tout UK, sur Fi-1. D'accord? Donc c'est ce que nous dit la matrice. Donc ici, donc effectivement, hein, F1 va vers 0, F2 s'envoie sur la droite engendrée par F1, F3 s'envoie sur la droite engendrée par F1 et F2, etc. Donc ici, vous avez ceci. Alors ça, c'est important. Et maintenant, quand vous allez calculer U1 rond UN de E, mais E, c'est Fn, donc UN de Fn va aller dans Fn-1, ensuite vous allez faire UN-1 de Fn-1, ça va aller vers UN-2, et par récurrence, comme il y en a n exactement, vous allez arriver à la fin à 0. Voilà, ce qui va faire que U1 rond U2 jusqu'à rond UN, ce sera l'endomorphisme nul. Et on a montré le petit exercice qui est assez agréable. Voilà. Alors encore des applications de la trigonalisation. Ce sont des applications vraiment très classiques. Celles-là, elles sont vraiment très habituelles. Si on prend A et B avec, donc c'est des matrices sur un corps K, avec qui A et qui B scindés sur K, hein. Bon, alors on peut toujours les trouver scindés, quitte à prendre la clôture algébrique, hein, ou si vous préférez, travailler sur C quand vous êtes sur Q ou R. Et si on suppose que AB est égal à BA, que A et B commutent, alors le spectre de A plus B est inclus dans le spectre de A plus le spectre de B. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? Ça veut dire que si lambda est dans le spectre de la matrice A plus B, lambda se décompose en lambda A plus lambda B, avec lambda A dans le spectre de A et lambda B dans le spectre de B. Voilà. Alors, bon, d'où ça vient? C'est simplement que A et B sont trigonalisables dans une base commune, parce qu'ils commutent, et donc A plus B va pouvoir s'écrire avec une matrice de passage P qui correspond à cette base commune, PTA P-1 plus PTB
P moins 1, d'accord, avec le même P, donc on peut mettre un facteur ici, et ici on va avoir TA plus TB, donc A plus B est semblable à TA plus TB. Et TA plus TB, comme c'est une matrice triangulaire, par exemple supérieure, hein, et triangulaire supérieure pour TA et pour TB, on va avoir d'une part le spectre de A sur la diagonale de TA, le spectre de B sur la diagonale de TB, et quand on va ajouter, on ajoute les diagonales, et on a une matrice qui est encore une fois triangulaire supérieure, donc on voit apparaître, c'est ça qui est très pratique dans la trigonalisation, c'est qu'on voit apparaître le spectre. Et donc on voit bien qu'on a ajouté un élément du spectre de A à un élément du spectre de B. Attention, on a bien sûr une inclusion, parce qu'ici ce spectre il est de cardinal n, la dimension ou la taille si vous voulez des matrices. Donc ce spectre-là est de cardinal n, avec multiplicité évidemment, alors que là, l'ensemble des sommes de spectre A plus spectre B, ça peut atteindre n fois n, hein, d'accord, puisqu'il y a n possibilités là, et indépendamment n possibilités là, donc ce sera toujours strictement inclus, sauf dans des cas exceptionnels, hein, d'accord. Une autre application vraiment très très fréquente, celle-là, soit A, donc toujours une matrice carrée, hein, sur un corps K, tel que qui A est scindé sur K, alors le spectre de AK est égal à lambda K quand lambda décrit spectre de A. Regardez, hein, vous allez prendre A égale QTA Q-1, puisque A est trigonalisable, donc ça c'est une matrice triangulaire, Q une matrice de passage, et quand vous allez, bon c'est très classique, que A puissance K, c'est QTA puissance K Q-1. Attention, on ne peut pas mettre un puissance K ici, hein, c'est toujours Q et Q-1 ici. Et donc, toujours pareil, le spectre de A puissance K, c'est égal au spectre de TAK, mais le spectre de TAK, comme ça va être triangulaire, cette matrice est encore triangulaire, avec sur la diagonale les puissances K de la diagonale de TA. Mais la diagonale de TA, c'est le spectre de A. Donc on a bien ceci. D'accord ? Alors maintenant, ça peut se généraliser. Alors de là démarrent plein de choses. Hein. D'abord, ça peut se généraliser. Si A est inversible, alors vous pouvez le faire pour K égale moins 1. Hein, ici, quand vous inversez, A moins 1, c'est encore Q, TA moins 1, Q moins 1. Attention, hein, toujours pareil, hein, c'est pas un moins 1 ici et rien là. Hein. Quand on va mettre moins 1 des deux côtés, d'accord, ici, c'est ce Q moins 1 qui va aller de l'autre côté parce que la puissance moins 1, c'est un anti-automorphisme et donc ici, on aura bien Q. Donc ici, on a TA moins 1 qui va être semblable à A moins 1. Et c'est terminé. On montre ça, puis après on met les puissances. Donc par combinaison linéaire, si P est un polynôme, le spectre de P de A, c'est P, l'ensemble des P de lambda, quand lambda décrit spectre de A. Ça, c'est pas difficile. Et puis, et puis ensuite, bon, donc on fait exactement pareil, on fait des combinaisons de ceci, hein, en utilisant tout de même quelque chose qui est à bien connaître, c'est que quand vous prenez un polynôme P et ici vous faites QA Q-1, et ben ça fait Q P de A Q-1. D'accord? Ça c'est un gros classique qu'on utilise très souvent. Bon, donc vous voyez là où on en est. En algèbre, on aime bien, même partout, on aime bien faire commuter le langage, hein, le côté bonnet blanc égale blanc bonnet. Et là, le spectre de la puissance, c'est la puissance du spectre, d'accord. Le spectre du polynôme, c'est le polynôme du spectre.
Et voilà, donc en fait, on a un théorème qu'on appelle des fois le théorème de la fonction spectrale, qui est un théorème de commutation du spectre. Donc le spectre de la fonction, c'est la fonction du spectre. Maintenant, pour quelle fonction ça peut se généraliser? Ben, on voit que si on est sur C maintenant, le spectre de l'exponentielle, c'est l'exponentielle du spectre. Et en fait, c'est pas tout à fait évident. C'est parce que là, il y a juste une petite subtilité de continuité, hein, que je vais expliquer. Si on regarde l'exponentielle de A, bah, ça a été défini l'exponentielle de A comme une limite d'une suite de polynômes en A. Hein. Ces polynômes, c'est les polynômes somme de x puissance k sur factoriel k, pour k positif ou nul. Donc ici, on a une suite de limites de polynômes, et là, c'est une limite de suite de polynômes conjugués de TA, une forme triangulaire de A. Et ici, on a vu qu'on pouvait commuter ici Q et Q-1, donc c'est toujours la limite quand n tend vers plus l'infini de Q Pn de TA à Q-1. Donc j'ai sorti la conjugaison du polynôme, mais maintenant il faut que je la sorte aussi, si vous voulez, de la limite. D'accord? Parce que pour l'instant on en est là, et on veut ça. Et je peux la sortir de la limite parce que la fonction qui a une matrice M donne QM Q-1, c'est une fonction qui est continue, hein, parce que la conjugaison est continue. Par exemple, vous pouvez dire que vous êtes en dimension finie et que c'est une application linéaire. Donc toutes les applications linéaires sont continues. Je vous rappelle qu'on est sur C, on pourrait le dire aussi sur R. Donc on peut sortir ce truc-là, hein, d'accord, la limite de la fonction, c'est la fonction de la limite. Encore une fois, on a commuté le langage, c'est ça la continuité. Hein. Et ici, on va retrouver évidemment Q exponentielle de TA, Q-1. Et effectivement, c'est facile de voir sur l'exponentielle de TA qu'on va avoir une matrice triangulaire avec exponentielle de lambda sur la diagonale, où lambda va décrire la diagonale de TA, c'est-à-dire le spectre de A. Voilà des choses intéressantes. Alors attention, la commutation du spectre, vous voyez que ça ne marche pas ici. Le spectre de la somme, c'est pas égal à la somme du spectre. Non, voilà. Donc attention, des fois, la commutation ne marche pas. C'est comme si on avait la chambre à air et air ta chambre. Ça ne marche pas. Voilà, maintenant, on va raffiner la trigonalisation. C'est-à-dire que on a vu que si A est une matrice carrée, un coefficient dans K, avec son polynôme caractéristique scindé sur K, alors A est trigonalisable, ça veut dire qu'elle est semblable à une matrice qui a cette forme-là. Et on va raffiner ça en plusieurs blocs qui vont être assez pratiques, c'est-à-dire que c'est des blocs triangulaires, mais quand on regarde chaque bloc, d'accord, à la loupe, là ici, on va voir que sur la diagonale, il n'y a qu'une seule valeur propre, c'est-à-dire que ce sont des matrices qui ont un spectre singleton. Voilà. Et ici, vous avez toujours un petit triangle, donc ça veut dire que ces matrices sont de la forme lambda matrice identité plus une matrice nilpotente ici, hein, puisqu'ici on sait que quand il n'y a que des zéros là, d'accord, la matrice qu'on obtient est une matrice nilpotente. On peut le voir tout simplement avec le spectre nul et Cayley-Hamilton. Bien. Là, on a même quelque chose de plus, c'est-à-dire on a la taille ici de la matrice, ce bloc. On peut savoir, alors on aura supposé que tous les lambdas ici seront distincts, et là, on a le bloc, la taille du bloc, c'est la multiplicité algébrique de lambda. Donc ça c'est amusant, parce que la multiplicité géométrique de lambda, c'était une certaine dimension, c'est pour ça que c'est... Et là, la multiplicité algébrique, ça va être aussi une dimension.
Bon, on va montrer ce théorème qui finalement dit que toute matrice A est semblable à une matrice diagonalisable par bloc. Le spectre de chaque bloc est réduit à cet élément lambda. Et de plus, chaque bloc est de taille MA de lambda, la multiplicité algébrique de lambda. Voilà, c'est ça que l'on va voir. Donc, prenons la matrice A comme étant la matrice d'un certain endomorphisme U de Kn, dans la base canonique, et U va avoir pour polynôme caractéristique qui U, c'est-à-dire qui A, qui est scindé sur K, donc il va pouvoir se décomposer, avec lambda dans le spectre de U, x moins lambda puissance n lambda, et la multiplicité n lambda, je l'appelle n lambda, bon, c'est ce qu'on appelle la multiplicité algébrique de lambda. Par le lemme des noyaux, et Cayley-Hamilton dit que qui U annule U, donc par le lemme des noyaux, Kn se décompose en somme directe de Ker de U moins lambda identité puissance n lambda. Parce que ces polynômes-là, quand lambda décrit le spectre, sont 2 à 2 premiers entre eux. C'est le lemme des noyaux plus Cayley-Hamilton, bien sûr. Alors, maintenant, voilà, on commence à s'approcher. Donc ça, c'était intermédiaire, mais bon, pour l'instant, on ne s'en sert pas. Mais on commence à s'approcher de ça parce que ici, ces sous-espaces-là, ils sont stables par U. Ils sont stables par U, oui, parce que on sait, on a vu que U, comme il commute avec cet endomorphisme, U moins lambda identité puissance n lambda, puisque c'est un polynôme en U, ça, U commute avec tous les polynômes en U, le noyau de ce polynôme en U est stable par U. Donc, quand on va regarder la matrice de U dans une base adaptée à ça, ça va être diagonale par bloc. Maintenant, regardons l'espace des blocs, c'est-à-dire les K lambda. C'est tiers de U moins lambda identité puissance n lambda. Donc ça, c'est les K lambda. Et étant donné que c'est stable par U, K lambda est stable par U, on va pouvoir définir l'induit de U sur K lambda, qui est un endomorphisme de K lambda. D'accord ? Voilà. Donc on l'appelle U lambda pour faire plus simple. Donc ça veut dire que A va être semblable à la matrice de U lambda 1 jusqu'à la matrice de U lambda K ici, d'accord ? Puisqu'on a une décomposition en somme directe et que chaque composante de la somme directe est stable par U. Et maintenant, bien sûr, par définition de K lambda, x moins lambda puissance n lambda annule U lambda. D'accord ? Puisque ici, K lambda, c'est justement le noyau. Donc c'est exactement le truc qui est annulé. C'est là où U est annulé par x moins lambda puissance n lambda. Voilà. Donc, si ce polynôme annule cet endomorphisme, c'est que donc le polynôme minimal divise ce polynôme, et donc, comme le spectre peut se voir, le spectre d'un endomorphisme peut se voir dans le polynôme minimal, le spectre est singleton. Donc on a bien un spectre singleton. Donc maintenant, on va pouvoir trigonaliser ces matrices-là. On a un polynôme annulateur qui est scindé, donc ici on peut trigonaliser chaque bloc, et de plus, on peut trigonaliser, et on va voir le spectre sur la diagonale, et qu'est-ce qu'on va voir ? Un spectre singleton lambda. D'accord ? Donc, maintenant, vous savez, vous avez l'habitude, j'espère, que quand vous pouvez réduire chaque bloc, alors vous allez pouvoir, en concaténant en quelque sorte les matrices de passage par bloc, par bloc diagonaux, vous allez pouvoir réduire toute la matrice qui est diagonale par bloc. Voilà. Et donc, maintenant, on va bien avoir cette forme-là.
et on a une trigonalisation des blocs qui va nous donner une trigonalisation de chaque bloc, qui va nous donner globalement une trigonalisation de A par blocs diagonaux triangulaires, comme ceci. Alors ça c'est quand même un joli raffinement de la trigonalisation, même si ce n'est pas le point final, parce que le point final de l'histoire, en fait, c'est quand on aura une forme. Là, vous voyez, vous avez une forme, mais ce n'est pas encore une forme normale. Il n'y a pas unicité, d'accord, d'une matrice semblable à A sous cette forme-là. Il n'y aura pas non plus unicité sous cette forme-là, hein, d'accord? C'est-à-dire que les éléments ici, bon, vont être uniques, mais ces éléments-là, ils restent non uniques. Il faut arriver au bloc de Jordan pour arriver au point final de l'histoire, c'est-à-dire au moment où on a l'unicité. Mais que ce soit à la grecque externe comme à la grecque interne, ce n'est pas au programme. C'est juste dans un voisinage du programme, on a envie de dire, on va le prendre, c'est quand même là. Donc de temps en temps, on est tenté de l'utiliser, mais je sais pas, lisez le programme, ça y est pas. Alors maintenant, il reste encore la taille des blocs. Il se trouve que la taille, c'est MA de lambda. Incroyable. Ce qu'on veut montrer, c'est finalement que la dimension de K lambda, qu'on appelle les sous-espaces caractéristiques, le mot est lâché, la dimension, c'est MA de lambda. Ce qui veut dire que la multiplicité algébrique est finalement une multiplicité qui a une nature géométrique. Au départ, elle était algébrique, a priori, mais a posteriori, elle se retrouve à avoir une nature géométrique, puisque c'est la dimension d'un sous-espace, qui est le sous-espace caractéristique. Alors allons-y, qui A, c'est égal, bien sûr, au polynôme caractéristique de ça, donc le produit des polynômes caractéristiques des U lambda, d'accord? Mais ces polynômes caractéristiques, étant donné que U lambda est à spectre singleton, et c'est de la forme x moins lambda puissance quelque chose, n' lambda, où n', on sait que le degré du polynôme caractéristique, c'est la dimension de l'espace. Donc n' de lambda, c'est la dimension de k lambda. Et c'est aussi la taille des blocs, bien sûr. Mais maintenant, comme qui A, c'est qui U, et c'est ça, on a une égalité entre ce produit-là, des x moins lambda puissance n' lambda et x moins lambda puissance n lambda, qui va faire, encore par le théorème fondamental de l'arithmétique, hein, que n lambda est égal à n' lambda. Voilà. Et n lambda, c'était m de lambda. Donc la taille des blocs, c'est bien m de lambda. Extraordinaire.